Chaque lundi à 17h45, rediffusé à 20h45 et à retrouver en replay sur bismart.fr, bien sûr. C'est notre rendez-vous américain, notre quart d'heure américain avec notre correspondant journaliste américain, Pierre-Yves Dugas, qui est en duplex avec nous. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves, ravi de vous retrouver comme chaque lundi, je le disais, pour cette analyse de la perspective américaine dans le monde tel qu'on le vit aujourd'hui. Le premier point que vous développez ce soir, Pierre-Yves, c'est cette question. Que gagne l'Amérique aujourd'hui avec la guerre en Ukraine? Pas autant que ce qu'on imagine, c'est ce que vous dites, Pierre-Yves. Oui, j'entends beaucoup de Français me dire oh, les Américains, finalement, sont les grands gagnants de cette affaire. Alors, si c'est vrai, il faudrait le dire aux Américains parce que, franchement, ils n'en sont pas conscients. Ni l'administration Biden, ni les républicains, personne au Pentagone n'applaudit et ne trouve que l'évolution des événements entre la Russie et l'Ukraine et la situation d'affaiblissement et de dépendance de l'Europe ne sont une bonne chose pour les États-Unis. Cette guerre a un coût réel pour les Américains, ne serait-ce qu'en termes d'aide militaire, humanitaire, etc. Quelques 20 milliards de dollars ont déjà été dépensés. Ça n'est pas extraordinaire au regard de l'économie américaine et même du budget américain, mais enfin, ça n'est pas négligeable. Mais surtout, cette guerre a un coût réel pour le consommateur américain. Le prix du gaz et du pétrole s'est envolé. C'est en partie lié aux problèmes d'approvisionnement et au problème du boycott du gaz et du pétrole russe. Pour le consommateur américain moyen, l'estimation de l'administration, de l'agence d'énergie américaine est que la facture de gaz naturel, de chauffage au gaz cet hiver, pour l'américain moyen, va augmenter de 28%. Ça n'est pas une bonne nouvelle pour le consommateur américain, dont déjà le pouvoir d'achat est fortement amputé par l'inflation. Et puis, il y a tous les problèmes que cette situation provoque pour l'approvisionnement de pays émergents, qui sont des pays avec lesquels les États-Unis commercent, et tout ce qui affaiblit les clients des États-Unis, à commencer par l'Europe, mais aussi des pays émergents, n'est pas une bonne nouvelle. Alors, c'est vrai, l'Europe est en situation bien plus inquiétante au regard de cette crise, mais c'est la faute de la carte de la géographie, ça n'est pas la faute de l'impérialisme militaire américain. Bon, voilà qui est dit. Effectivement, c'est intéressant. On remet ça aussi dans la perspective des élections de mi-mandat qui approchent le 8 novembre prochain. On en parlera avec vous, bien sûr, dans ce quart d'heure, Pierre-Yves. Mais venons-en quand même à la politique monétaire, qui est le grand driver toujours sur les marchés financiers aujourd'hui, avec la perspective d'une prochaine réunion de la Fed. Donc, non pas cette semaine, mais la semaine prochaine. La décision sera rendue le 2 novembre prochain. Et donc, on joue à dériver à l'infini le concept de pivot. Et donc, votre idée du jour, Pierre-Yves, c'est que la Fed est en train peut-être de pivoter vers le pivot. Exactement. Il s'est passé quelque chose d'intéressant vendredi dernier. La journée a commencé par un très bon papier du Wall Street Journal, un papier qui, pour ceux qui ont l'habitude de lire ce journal entre les lignes, était un papier sourcé anonymement par des gens très haut placés à la Réserve fédérale. Et cet article disait nous envisageons de mettre sur la table l'opportunité de réduire la majoration des Fed Funds, non pas tellement début novembre, mais plutôt le 14 décembre. Autrement dit, la Fed est en train de lancer un signal par le biais de journalistes dans lesquels elle a confiance, pour dire que les fortes majorations, on en a déjà eu 3 de 75 points de base, vont devoir ralentir et peut-être ce ralentissement sera opéré mi-décembre. Ce message a été immédiatement capté par le marché obligataire qui, vendredi, s'est comporté de manière vraiment intéressante. On a vu la partie longue du marché obligataire continuer de se détériorer avec une augmentation des rendements sur le 10 ans et le 30 ans, mais une baisse des rendements de plus faible maturité, en particulier sur le 2 ans et 5 ans. Alors aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Mais pour se faire une idée de l'énormité du travail fait par la Fed, pas simplement au niveau des Fed Funds, qui sont une bonne manière, bien sûr, de mesurer ce que fait la Fed, mais mesurons plutôt ce que fait le marché obligataire. Les rendements à 2 ans, début janvier, c'était 0,77%. Aujourd'hui, on est à plus de 4,50%.
la Fed se rend compte de l'énormité de la majoration de taux d'intérêt qui s'est déjà produite aux États-Unis. Elle constate qu'il y a des signes clairs de ralentissement de la conjoncture. Pour le moment, ces signes de ralentissement de la conjoncture ne se manifestent pas suffisamment sur le marché de l'emploi et la baisse de l'inflation sous-jacente n'est pas au rendez-vous, mais la Fed pense que les choses vont évoluer dans le bon sens. Et ce papier du Wall Street Journal a été complété plus tard dans la journée par Mary Daly, présidente de la Réserve fédérale de San Francisco, qui a carrément lâché le morceau en disant mi-décembre, 50 points de base, ce sera peut-être une bonne idée. Nous y réfléchissons, nous envisageons cette possibilité. Donc on veut clairement préparer le terrain, non pas à un arrêt des relèvements de taux, mais un ralentissement de ces fortes augmentations de taux. C'est le début du pivot. Oui, et vous dites, oui, le début. C'est la question, Pierre, effectivement, est-ce que passer de 75 à peut-être probablement 50 pour le meeting de décembre, est-ce que c'est suffisant pour se dire que le coup d'après, ce ne sera peut-être plus que 25 et qu'ensuite la Fed pourra marquer une pause ayant atteint un niveau de restriction monétaire qui lui paraît suffisant, ou est-ce que c'est encore une spéculation à ce stade, Pierre-Yves ? C'est beaucoup de spéculation. D'abord, la Fed le dit, et alors là, c'est vrai, la Fed n'en sait rien. Elle est data dependent, c'est-à-dire que ses décisions vont émaner de sa perception des signaux que va donner la conjoncture américaine d'ici la mi-décembre. Donc elle ne sait pas vraiment. Si l'inflation sous-jacente continue d'être très forte, voire de s'aggraver, il va être délicat de rentrer dans ce pivot vers le pivot. Il va être délicat pour la Fed en termes de crédibilité de dire bon, allez, ça va aller mieux, on va ralentir, on va passer de 75 à 50. Il faut vraiment garder les yeux braqués sur l'évolution de l'inflation sous-jacente. On en aura une idée vendredi avec la sortie de l'indice des prix des dépenses de consommation. Et le comportement du marché du travail qui, pour le moment, refuse de coopérer, même si on a un ralentissement de l'embauche, on a un marché du travail qui est quand même assez extraordinaire et qui n'accrédite pas l'idée que l'Amérique est en train de basculer en récession. Bon, nous sommes quasiment à 15 jours des élections de mi-mandat. Pierre-Yves, qu'est-ce que les démocrates peuvent espérer de mieux à ce stade ? On rentre vraiment dans la course finale. Oui, alors vous savez que les élections ont commencé, il y a plusieurs États où on a commencé à voter, soit par correspondance. L'idée étant que dans ce premier mardi de novembre, qui est le jour de l'élection fixé par la Constitution américaine, sur une formule assez complexe d'ailleurs, pour éviter les problèmes liés à la faible participation au cours de certaines années, on a de nombreux États américains, puisque ces décisions se font au niveau des États, ont décidé de rallonger la période de recours au scrutin. Donc en fait, il y a des Américains qui ont commencé à voter. Et d'ailleurs, si on observe la tendance, ce sont plutôt des démocrates qui commencent à voter. Ce que je vous ai dit la semaine dernière se confirme, et se confirme tellement que même le New York Times et même le Washington Post, believe it or not, ont fini par lâcher le morceau. Ce qui se passe dans la tendance des sondages depuis un mois n'est pas favorable aux démocrates. Les républicains sont en train de remonter la pente. Alors, peut-être pas suffisamment pour gagner en Pennsylvanie ou en Géorgie, mais dans les autres États où il était important que les républicains gagnent, s'ils souhaitaient reconquérir le Sénat, les choses se présentent plutôt bien. Pour faire simple, et d'ailleurs Barack Obama a donné un petit coup de pied sous la table pour réveiller ses collègues, pour faire simple, les démocrates ont choisi 3 grands thèmes de campagne au cours de l'été. L'avortement, Donald Trump, l'avortement, Donald Trump et l'avortement. Et, ah oui, j'oubliais le réchauffement climatique. Les républicains, eux, depuis un an, parlent de l'inflation, de la criminalité et de l'immigration, en essayant d'ailleurs de lier l'immigration et la criminalité, ce qui n'est pas toujours très honnête. Mais ce sont les 3 thèmes qui préoccupent les Américains. Donc il n'est pas surprenant que, d'abord parce que, d'une manière générale, aux élections de mi-mandat, c'est toujours difficile pour le parti en place, et aussi parce que dans les dernières semaines de l'élection,
people go home, on dit. C'est-à-dire que la tentation que les électeurs traditionnels d'un parti aillent voter pour l'autre parti, finalement, tend à s'effacer. Les républicains votent républicains et les démocrates votent démocrates. Ces deux tendances se combinent au fait que les démocrates ont fait une campagne très à gauche qui, pour que Barack Obama le dise, peut-être a oublié ce que sont les préoccupations effectives, réelles des Américains, la baisse du pouvoir d'achat et l'inflation, comme en Europe d'ailleurs. Pour conclure là-dessus, Pierre-Yves, et je reboucle avec le sujet de la position américaine versus par rapport à la situation ukrainienne, un renforcement républicain à la Chambre, voire une conquête du Sénat, est-ce que ça changerait la dynamique effectivement de soutien des États-Unis à l'Ukraine face à la Russie de Vladimir Poutine ? Personnellement, je ne le crois pas, bien que certains républicains prétendent qu'on en a trop fait pour l'Ukraine. Je pense qu'ils prétendent cela parce qu'ils sont en campagne et que ça fait bien, qu'il y a une petite frange isolationniste au sein du parti républicain qu'il faut flatter pour, là encore, obtenir de la participation. Mais si les républicains redeviennent majoritaires au Sénat, je serais très surpris qu'ils mettent des bâtons dans les roues à l'administration Biden sur le thème de la guerre avec l'Ukraine. Il y a tellement d'autres sujets sur lesquels ils pourraient paralyser l'administration Biden. Je ne vois pas les républicains faire le jeu de Moscou dans cette affaire. Merci beaucoup Pierre-Yves pour cet éclairage hebdomadaire que vous nous offrez, le point de vue américain sur, on va dire, sur la course du monde et déjà sur la course américaine pour les élections de mi-mandat. Pierre-Yves Dugas avec nous en duplex, correspondant américain de Bismart et de Smart Bourse qu'on retrouve en direct chaque lundi à 17h45 dans l'émission, rediffusée à 20h45 et en replay bien sûr sur le site de Bismart, bismart.fr. Voilà pour cette édition ce soir, on se retrouve demain en direct à 12h30.